Avant de pouvoir parler des exercices et pouvoir comprendre justement pourquoi les exercices ont un intérêt dans la prise en charge des patients, je dois passer par le fait de vous expliquer qu'est-ce que le nouveau modèle de soins aujourd'hui, le modèle biopsychosocial. C'est-à-dire qu'on sait que pour qu'un patient aille bien, il faut qu'il soit acteur de sa prise en charge. Et pour qu'il soit acteur de sa prise en charge, il faut qu'on comprenne qui est le patient face à nous. Et c'est pour ça qu'il est important de détailler le modèle biopsychosocial et tout d'abord de parler du tout premier modèle de soins qu'on essaye aujourd'hui de modifier, qui était le modèle biomédical. Qu'est-ce que le modèle biomédical? Donc, c'est un modèle, on a le bio. Avec la révolution scientifique au niveau du XVIe siècle, on avait vraiment un dualisme corps-esprit. On considérait que toutes les pathologies devaient s'expliquer par des perturbations au niveau du corps, par des anomalies anatomiques, par des anomalies biochimiques. Tout devait s'expliquer par le corps, tout devait avoir une explication physique, chimique. Et dès l'instant qu'on parlait d'une pathologie plutôt psychique, eh ben, on était plus du côté de la spiritualité, du côté de l'Église. C'est-à-dire qu'à l'époque, l'Église avait un fort poids, une grosse influence dans le domaine de la santé, que vraiment tous les troubles mentaux étaient du côté de la spiritualité et qu'un patient avec des troubles mentaux était quelqu'un plutôt de fou ou quelqu'un de possédé. Et donc, tous les troubles physiques, tous les troubles somatiques doivent s'expliquer, doivent trouver une origine au niveau du corps. Mais le problème, c'est que ce modèle-là, il avait ses limites. Il avait ses limites parce que certaines pathologies psychiques qu'on connaît bien aujourd'hui, par exemple la schizophrénie, eh ben, elle avait des étiologies, des origines et des modes d'évolution qui étaient vraiment similaires à des pathologies physiques, des pathologies somatiques. Donc déjà, c'était le premier point soulevé, c'est que finalement, des pathologies qui semblaient vraiment de l'ordre de la spiritualité, finalement se retrouvaient à ressembler à des pathologies physiques. Ensuite, la deuxième des choses, c'est qu'on se rend compte que certaines pathologies physiques et somatiques, je prends l'exemple du diabète, ont des modes d'évolution qui diffèrent d'un patient à l'autre, en fonction de son mode de vie, en fonction de son environnement. Donc, une même pathologie, sur des individus qui évoluent différemment, dans des environnements différents, ne vont pas avoir la même évolution de pathologie. Je reprends le diabète. On a un patient diabétique qui est dans un environnement plutôt favorable pour lui, c'est-à-dire que il va au marché tous les mercredis, il se fait son repas, il se fait des ingrédients peu transformés. En plus de ça, il fait du sport, il a le temps pour ça. C'est un patient qui a un diabète qui s'équilibre bien, qui évolue plutôt bien. Alors qu'un autre patient qui va être très pris par son travail, qui a des soucis d'argent, il va essayer de trouver des plats qui sont faciles à faire, qui sont peu onéreux. Il va peut-être utiliser des produits plus transformés, il va faire peut-être moins d'activité physique et on voit que son diabète il est déséquilibré. Donc c'est bien que l'environnement a une influence sur son bio, sur ça. Donc il manque forcément quelque chose dans ce modèle biomédical. Et c'est Engel qui va commencer à suggérer qu'il faut vraiment prendre en compte l'environnement du patient pour mieux le comprendre et donc pour mieux le traiter. Pour ça, on n'enlève pas du tout, on ne remet pas du tout en question le modèle biomédical, donc le bio, qui correspond à la biologie, à l'anatomie, à la chimie, mais on va juste rajouter le versant psychologique et le social. Et c'est là où on a le modèle biopsychosocial. Qu'est-ce que c'est que ce modèle? C'est simple. C'est qu'en fait, on a trois systèmes qui interagissent les uns avec les autres. On a le bio, c'est vraiment le versant biomédical, comme on l'a déjà expliqué, avec l'homéostasie, les facteurs biomécaniques, l'anatomopathologie, c'est tout ce qui correspond au corps et à son fonctionnement. Ensuite, on a le côté psy, qui va être l'environnement, le versant psychique, psychologique du patient. Ça va être son état émotionnel. Est-ce qu'il a des peurs? Est-ce qu'il a des croyances? Ça, c'est le versant psy. Et le troisième, c'est le versant plus environnemental du patient, c'est l'environnement social. Quand on parle de social, on va parler du travail. Est-ce que mon patient, il a un travail où il se sent valorisé? Est-ce qu'il ne travaille pas trop? Est-ce qu'il est suffisamment reconnu dans son travail? On va avoir le versant aussi, au cadre du travail, est-ce qu'il peut se soigner correctement? Est-ce qu'il a accès aux soins? Ça, on est toujours dans le social. Et ça correspond aussi à son mode de vie, ça correspond à sa famille, à son schéma familial. Et donc,
Tout ça, ça crée un modèle qui est vraiment complet, où chaque sous-système travaille en interaction, en interrelation permanente avec les autres. Je m'explique. On ne peut pas scinder le biologique du psychologique et du social, ça on l'a compris. Mais souvent, nous, les praticiens, on a l'impression que notre rôle, c'est de travailler que sur le bio. Que nous, c'est ce point-là, vraiment, qu'on est toujours en train de travailler et que finalement, c'est presque reconnaître que le psy et le social, c'est secondaire. Sauf que pour certains patients, le psychologique va être tellement important que le biologique, il passe en second plan. Et pour d'autres, ça va être le social. Et surtout, il faut comprendre que le bio, il va interagir sur le psy. Je vais prendre un exemple très concret. J'ai un patient qui vient, il s'est fait une entorse de cheville au travail, il a une cheville très gonflée, très douloureuse, il ne peut plus travailler, il ne peut plus monter sur les échafaudages pour faire les travaux, il peut plus bosser. Donc, le biologique, il agit sur le social, il ne travaille plus. Et ce qui se passe, c'est que c'est un patient qui, du coup, comme il ne travaille plus, il se dit « mais est-ce que je ne vais pas perdre mon travail? Est-ce que je vais pouvoir subvenir aux besoins de ma famille ?» Donc, c'est un patient qui peut peut-être développer des peurs, qui peut peut-être développer de l'angoisse, et du coup, on voit que le social, le bio, influe aussi sur le psy. C'est là où je vous dis que l'interaction, elle est permanente, et que nous, en tant que professionnels de santé, on ne peut pas se dire que le biologique est plus important par rapport au psychologique. Parce que je vais prendre un autre exemple. Un patient qui a divorcé. Voilà, ça se passe mal, il n'a plus la garde de ses enfants, et il ne dort pas bien, il est fatigué, et du coup, il développe des douleurs. Donc le psy va entraîner des douleurs, des inflammations. Donc chaque système interagit les uns avec les autres, et on ne peut pas les dissocier, et on ne peut pas considérer que nous, le bio, est le plus important. C'est pas possible. Et comment nous, on évalue ça? Comment on sait si un patient il a un versant plus psy, s'il a un versant plus bio, s'il a un versant plus social? Pour ça déjà, il va falloir refonder complètement la relation soignant-soigné. On avait tendance avant à considérer que le médecin, que le soignant était quelqu'un qui était au-dessus du patient, qui savait ce qui était bon pour son patient. Vous, monsieur, vous venez me voir aujourd'hui, vous, madame, vous venez me voir aujourd'hui, vous avez ça, vous allez faire ça, et ça ira mieux. Le problème, c'est qu'on n'a pas écouté notre patient, on ne comprend pas son contexte, on ne comprend pas son social, on ne comprend pas son psy, et nous, on se contente de traiter du bio. Sauf que si on n'a pas levé les doutes sur le psy, peut-être que nos interventions ne vont pas fonctionner sur le bio. Donc pour ça, il faut passer d'une relation haute, où nous, les sachants, on devient à la même hauteur que le patient. On a une relation beaucoup plus horizontale. On va chercher à comprendre qui est notre patient face à nous, comprendre son contexte de vie, comprendre son contexte psychologique, pour pouvoir plus facilement agir sur le bio. Et une deuxième chose, c'est surtout savoir la part du psy dans le bio, dans le social. Donc là, on est vraiment dans le modèle de soins. Comprendre que le bio influe sur le psycho, que le psycho influe sur le social, que le social influe sur le bio, le psycho. Et que du coup, on doit, premièrement, apprendre à connaître nos patients et apprendre à l'écouter. Et pour pouvoir passer du modèle biomédical au cadre biomédical, on a des outils. Maintenant qu'on a compris le modèle, qui était le bio, du psycho et du social, on a ce qu'on appelle le cadre biopsychosocial. Le cadre, c'est tous les outils qui vont nous aider à identifier tous les composants de chaque sous-système. Qu'est-ce que j'ai dans mon bio? Qu'est-ce que j'ai dans mon social chez mon patient? Et qu'est-ce que j'ai dans mon psy? Et pour ça, on a utilisé un système qu'on appelle un système de drapeaux. Les drapeaux, ils ont quel rôle? Ils ont le rôle de simplement arriver à identifier quels sont les facteurs psychologiques de mon patient, quels sont les facteurs sociaux, quels sont les facteurs biologiques. En fait, ce qu'on essaye globalement, c'est de catégoriser tous ces facteurs. La nuance, c'est qu'on n'essaye pas de catégoriser notre patient, on essaye de catégoriser les facteurs pour avoir une vue d'ensemble la plus complète possible sur l'ensemble des facteurs qui expliquent pourquoi mon patient vient me voir aujourd'hui et ce que je peux faire pour lui. Donc les drapeaux, on en a plusieurs. On en a des rouges, on en a des jaunes, on en a des bleus, on en a des noirs. On va donc les voir par la suite.